Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. On va commencer par le Gaussian splatting. Ça va être une bonne introduction pour notre après-midi sur la recherche. Et nous avons pour habitude, depuis 7 ans, avec Véronique, de vous proposer un projet de recherche académique qui peut avoir des impacts sur des générations à venir, pour le secteur de l'animation. Et donc cette année, on a proposé à Andreas Möllmann, qui nous a été vivement recommandé par Stéphane Donikian, de nous parler du Gaussian splatting, sachant que les éclaboussures de Gaussienne, en français dans le texte. Projection ? Oui, je trouvais qu'éclaboussure, ça marche. Il y a un petit côté poésie. Et donc, on va aborder ce sujet-là et qui va probablement modifier certaines choses et permettre peut-être des rendus d'une future génération que nous ne connaissons pas encore. Voilà. Andreas, je te passe le micro. À toi. Merci. Donc, la synthèse de nouvelles vues permet, à partir de photos d'un environnement, de générer des rendus à partir de points de vue différents. L'objectif c'est que ce soit le plus réaliste possible et idéalement en temps réel pour pouvoir naviguer l'environnement librement. C'est intéressant parce que ça permet la création de contenus 3D plus facilement, qui peuvent être utilisés dans la production virtuelle. Par exemple, on scanne un environnement, puis on l'utilise comme fond pour soit des acteurs, soit de la stop motion. Ça peut permettre de créer des assets plus facilement. Ça peut être utilisé dans la préservation digitale, par exemple pour des sites architecturaux, historiques ou naturels, ou dans le cinéma pour les sets, avant de les démonter, au cas où il y aurait une scène à prendre plus tard. Ça a été aussi utilisé dans la prévisualisation, comme c'est efficace pour le rendu, plus rapide que si c'est des images très compliquées. Pour la synthèse de nouvelles vues rapides, on peut utiliser le Gaussian splatting. C'est un des travaux de GraphDeco à l'INRIA, qui a été publié à SIGGRAPH en 2023. Les gaussiennes sont des primitives 3D, plus ou moins transparentes. Elles sont définies par une position dans l'espace, une opacité qui correspond à quel point elles sont transparentes en leur centre, des harmoniques sphériques qui permettent de représenter la couleur et modélisent des potentiels changements de couleur suivant la position de la caméra. Par exemple, les réflexions. Et par une matrice de covariance. La matrice de covariance définit la façon dont l'opacité diminue autour du centre. Ça définit donc la forme de la gaussienne, qu'elle soit plus ou moins grande ou plus ou moins allongée. Pour faire le rendu, on commence par trier les gaussiennes en utilisant la position. Ça permet de savoir quelle gaussienne arrive en première et cache les autres. Ensuite, on les splatte, c'est-à-dire qu'on les projette sur l'écran. En pratique, on passe de position et de covariance 3D à position et covariance 2D. Et enfin, on accumule la couleur de chaque gaussienne en prenant en compte l'opacité de chacune et leur ordre et la couleur, pour avoir la couleur finale du pixel. Si on implémente ça de façon naïve, on obtient quelque chose qui est très lent. Pour rendre ça plus rapide, il y a 2 points importants. Donc il faut utiliser le GPU efficacement. Le timing est important. On découpe l'image en tuiles de 16 par 16 pixels, ce qui permet d'une part de tester rapidement quelle tuile chaque gaussienne affecte, et aussi de faire travailler les threads de façon collaborative pour chaque tuile. De façon concrète, chacun des 256 threads de la tuile peut charger une gaussienne indépendamment,
qui pourra être utilisé par les autres threads. Ça permet de limiter les accès mémoire, qui sont très coûteux en GPU. Et les méthodes précédentes triaient les primitives par pixel, ce qui est très lent, alors que le GPU est capable de trier très rapidement, en parallèle, des millions de gaussiennes, quand on le fait de façon globale. Il y a aussi quelques approximations qui sont importantes à noter. Maintenant qu'on sait comment faire le rendu, on va reconstruire une scène. Donc on commence par les points SFM. Ce sont des points triangulés à partir des images, des photos de l'environnement. À chacun de ces points 3D, de ces points SFM, on va initialiser une gaussienne qui va ensuite être optimisée. Donc on va optimiser ces différents paramètres qu'on a définis précédemment de façon à minimiser la différence entre le rendu et les photos qu'on a capturées. Pour ça, on utilise des techniques standards, par exemple le Adam pour optimiser. Ce qui nous amène à ce résultat-ci. On voit que c'est pas mal, mais il y a encore beaucoup d'endroits qui sont assez flous ou pas complets. Donc, pour ça, on utilise la densification qui va ajouter des gaussiennes au fur et à mesure de l'optimisation. Donc on va soit les dupliquer, soit les séparer, pour ajouter jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de détails, ou qu'on couvre les différentes structures. On voit que ça améliore grandement les détails de la scène, et que c'est très proche des photos d'entrée. Et ici, on peut naviguer la scène directement sur un ordinateur. L'avantage clair des gaussiennes, c'est qu'elles sont capables de modéliser des géométries très complexes, comme la végétation, et très fines, comme les brins d'herbe ou les rayons du vélo. Comparé à InstantNGP, qui est une méthode de reconstruction rapide qui utilise du volume rendering, les gaussiennes sont bien plus rapides et en même temps offrent une meilleure qualité. Le Gaussian splatting est devenu très populaire avec beaucoup d'utilisation en industrie et plus de 6000 citations du papier. Elles le sont devenues, d'une part parce que par rapport à la photogrammétrie qui a été conçue pour reconstruire des surfaces, elles sont optimisées pour avoir un rendu réaliste. Elles sont aussi bien plus rapides que les méthodes qui utilisent du volume rendering et du rematching, comme les NURF, qui, à l'époque, peinaient à avoir un rendu en temps réel, un rendu même interactif, et donc ne permettaient pas plein d'applications que les gaussiennes permettent. Et enfin, comme c'est une représentation explicite, c'est plus facile de les éditer, donc de, par exemple, changer leur couleur, et c'est plus facile de les intégrer aux outils existants. Le Gaussian splatting a beaucoup d'applications. Par exemple, le Vario, avec Teleport, propose une solution où, dans leur casque de réalité virtuelle, on peut afficher une scène reconstruite de façon très immersive. AnyML propose des canevas 3D pour le web, pour de la présentation de produits, pour le e-commerce. Les gaussiennes peuvent aussi être utilisées dans la performance capture si on prend en compte le temps. Ici, je montre des résultats de All.js et 4DViews a annoncé qu'ils utilisaient des gaussiennes dans leur système de volumetric performance capture. Adobe, les gaussiennes peuvent aussi être utilisées pour la génération de contenu 3D, par exemple à partir de texte ou de photos. Adobe propose ça. Et ici, j'illustre avec des résultats de Dream Gaussian. Les gaussiennes ont aussi été utilisées en production. Par exemple, ça a été utilisé dans la série Dune Prophecy, où ils avaient des assets très complexes qu'ils ne pouvaient pas rendre en temps réel.
ces assets 3D ont été rendus. Donc, on est passé d'assets 3D à images. Ensuite, à partir de ces images, ils ont reconstruit une scène avec Lego Scene. Donc, on est passé d'assets 3D, de mesh, à images, à nouveau 3D avec Lego Scene. Et Lego Scene ont permis un rendu en temps réel pour naviguer dans la scène et placer les caméras correctement, avant de faire le rendu final. Elles ont aussi été utilisées dans les effets spéciaux pour Superman, en remplacement d'hologrammes 3D, et dans le clip musical Ruin. The New York Times explore aussi Lego Scene pour le journalisme spatial. Comme elles ont eu un grand succès, elles ont été intégrées à beaucoup de moteurs de rendu, soit par l'intermédiaire de plugins, soit même nativement. Ça permet d'avoir les avantages Lego Scene et d'avoir les outils du moteur de rendu, donc la navigation de la caméra, la construction d'interface utilisateur et aussi l'intégration d'autres représentations avec Lego Scene comme des meshes. Il existe même des moteurs web comme Babylon.js qui permettent d'avoir un rendu Lego Scene dans le navigateur, même sur mobile. Beaucoup d'outils ont aussi été développés. Par exemple, ici, je montre une add-on Blender qui permet de modifier les Gaussiennes, donc modifier leurs couleurs, ou enlever des Gaussiennes qui n'intéresseraient pas l'utilisateur. Play Canvas propose aussi ce genre d'édition des Gaussiennes avec leur outil qui tourne dans le navigateur Supersplat. Je vais maintenant vous parler de quelques nouveaux travaux de recherche de l'équipe depuis le Gaussian Splatting. Donc, reconstruire et faire le rendu de très grandes scènes est difficile avec les Gaussiennes, puisque quand elles sont trop nombreuses, ça ralentit le rendu et l'optimisation. En plus de ça, s'il y en a vraiment trop, et l'environnement est très important, toutes les Gaussiennes ne peuvent pas tenir en mémoire GPU. Donc, pour résoudre ce problème, on propose une représentation hiérarchique qui permet un rendu avec niveau de détail, où les Gaussiennes au premier plan vont être plus fines, et les Gaussiennes plus loin vont être moins détaillées, plus grossières. Et peut-être en moins grand nombre. Oui, donc le but c'est qu'elles soient en moins grand nombre à l'arrière-plan. Les Gaussiennes habituelles, le Gaussian Splatting habituel encode les effets dépendant de la position de caméra dans les harmoniques sphériques. Ce qui fait qu'on ne peut pas changer la direction de l'éclairage. Mais dans l'équipe, on a montré qu'en utilisant des modèles de prédiction de rééclairage, on pouvait créer une reconstruction dont on peut changer l'angle de la lumière incidente. En remplaçant les harmoniques sphériques par des paramètres physiques et en utilisant le ray tracing pour les réflexions, on peut créer une représentation qui est plus basée sur la physique, avec des interactions avec la lumière plus réalistes, ce qui permet une édition de la scène qui prendra en compte le reste de l'environnement. Donc, par exemple, si on change la couleur des verres ici, les réflexions vont être changées avec. Enfin, je vais passer un peu plus de temps sur notre travail On the Fly Reconstruction, qui a été publié à SIGGRAPH cette année. Donc, avec les Gaussiennes, on peut avoir un rendu en temps réel, une reconstruction 3D qu'on peut rendre en temps réel à partir de photos. Par contre, ça demande un traitement de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures suivant la taille de la scène.
Ce délai pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est des interruptions entre la capture et l'utilisation du modèle, donc une perte de temps. On n'a pas de retour pendant qu'on capture, ce qui fait qu'on a plus de facilité à se tromper ou à oublier des parties qui nous intéresseraient. Par exemple, ici, si on était intéressé par le toit de l'immeuble, on ne l'a pas capturé et on ne peut pas l'avoir. Et comme il y a un délai, c'est plus difficile d'apprendre de quelle façon capturer la scène, donc avec suffisamment de parallaxe et avec suffisamment de couverture. Donc on développe une technique, on a pour but de développer une technique qui permet la reconstruction aussi rapidement que la capture. Pour ça, il y a plusieurs problèmes qu'on a identifiés dans les méthodes existantes. Donc quand on utilise une méthode d'estimation des paramètres des caméras sur l'étagère, elles peuvent être assez lentes. Ensuite, la densification dans le 3D Gaussian splatting demande beaucoup d'itérations d'optimisation pour avoir suffisamment de détails. Et enfin, les grandes scènes demandent une optimisation plus complexe. Donc pour les grandes scènes, on a par exemple besoin de séparer l'environnement en plus petits morceaux et les optimiser indépendamment, ce qui prend encore plus de temps. Donc pour résoudre le premier problème, l'estimation des paramètres des caméras, on commence avec nos images ordonnées, avec quelques images ordonnées. Ensuite, on trouve des correspondances. Pour ça, on utilise XFIT, un CNN qui est assez robuste et rapide, qu'on rend encore plus rapide en utilisant le GPU efficacement. Ensuite, on peut optimiser pour avoir la position des caméras et leurs paramètres. Et pour ça, encore une fois, on utilise le GPU efficacement pour faire tourner toute l'optimisation, toutes les itérations de l'optimisation sans aucune interruption CPU. Tout à l'heure, on a vu que les gaussiennes commençaient avec des points triangulés, puis on ajoutait au fur et à mesure de l'optimisation. Mais c'est très lent, ça prend des milliers d'itérations pour avoir suffisamment de détails. Donc à la place, on analyse l'image d'entrée, on la compare avec le rendu courant de la reconstruction, et on crée cette carte. Ici, chaque point blanc va être une gaussienne qu'on va ajouter à notre modèle. On voit que dans les parties qui ne sont pas encore reconstruites, comme ici à droite, ou qui sont encore pas assez détaillées, comme le buisson au premier plan, on va ajouter plus de gaussiennes. Donc, on initialise une nouvelle caméra, on initialise de nouvelles gaussiennes, et ensuite, on peut les optimiser ensemble. On peut répéter l'opération. Et maintenant, on a le résultat en temps réel. Quand on optimise des grandes scènes, les gaussiennes au début vont apparaître très petites par rapport à la position de la caméra. Donc, pour être plus efficace, on va les fusionner, donc fusionner toutes les gaussiennes lointaines, de façon à avoir un set de gaussiennes à optimiser plus petit, et donc plus efficace. On va sauvegarder tout ce qui a été optimisé déjà finement précédemment, et optimiser que ce set plus grossier. On peut recommencer, donc l'optimisation des poses et des gaussiennes, répéter cette étape qui rend les parties lointaines plus grossières, pour traiter des scènes de n'importe quelle taille. Donc ici, on voit la représentation fine, et ici, la représentation grossière. La représentation fine a été sauvegardée pour en faire le rendu plus tard. Donc une fois qu'on a reconstruit la scène, on va passer de représentation en représentation, en utilisant la position de la caméra de rendu souhaité. Ici, on voit le processus d'optimisation. Donc à droite, on a les caméras qui s'ajoutent et les gaussiennes. Et ici, le rendu une fois la scène reconstruite.
Ici, je montre une comparaison avec DroidSplat, qui est une autre méthode qui reconstruit les poses des caméras et les Gaussiennes simultanément. On voit qu'on est un ordre de grandeur plus rapide et aussi plus réaliste. Comme la méthode est efficace, on peut avoir un retour en temps réel sur la reconstruction. Donc ici, je vais vous montrer une proof of concept où on aura à gauche le flux vidéo d'entrée et à droite une preview de la reconstruction. Donc le flux vidéo d'entrée est envoyé sur un serveur qui gère la reconstruction et renvoie un retour à l'utilisateur. On voit que quand je me déplace dans la scène, la reconstruction est mise à jour progressivement et on peut comme ça l'inspecter et s'adapter. Ce qui rend, à notre avis, la capture bien plus facile. Ici, on voit un autre exemple. Avec le résultat. On vise plusieurs axes d'amélioration. Donc, tout d'abord, rendre l'estimation des paramètres des caméras plus robuste, particulièrement dans les cas les plus difficiles. Par exemple, quand il y a des rotations abruptes de la caméra. Les éléments dynamiques dans une scène sont assez difficiles à reconstruire pour l'instant. Et les méthodes qui fonctionnent et permettent une bonne qualité, en général, nécessitent plusieurs caméras et un temps d'optimisation assez long. Même si j'ai montré des exemples avec du relighting et de l'estimation des paramètres physiques, ces méthodes sont encore assez peu robustes et ont besoin d'une capture avec beaucoup d'attention et sont assez difficiles à mettre en place. J'ai rejoint le mois dernier l'INRIA Startup Studio, un incubateur d'entreprise, pour transformer les résultats de recherche en outils et produits faciles d'utilisation. On proposera une reconstruction à la volée avec retour en temps réel pour l'utilisateur, ce qui permettra d'inspecter la reconstruction et d'adapter la capture, donc avoir moins d'échecs de la capture et rendre l'outil plus accessible, parce que ça sera bien plus facile d'apprendre si on peut faire des captures rapidement. Ensuite, le modèle est prêt dès que la capture est terminée, ce qui permet de ne pas avoir d'interruption. Ça permet de gagner du temps, d'accélérer la fréquence d'itération et d'éviter d'interrompre le flux créatif. Je travaille pour ça avec Anthony Skoof et George Dretakis de l'INRIA, et on compte garder un lien fort avec l'académique. Nous sommes encore en cours de définition des cas d'usage, et si vous pensez que ça pourrait être intéressant pour vous, on serait ravis de pouvoir échanger. Merci. Merci Andreas. Eh bien, écoute, je vais commencer moi par une question. Est-ce que tu imagines qu'une fois qu'un environnement a été capté, on pourrait par exemple faire un transfert de style pour avoir un rendu proche de l'animation? Par exemple pour un décor, hein, je ne parle pas encore d'un personnage. Mais... c'est envisageable et ça pourrait se baser sur des technologies assez proches de ce que j'ai montré sur le relighting. Donc, on fait un transfert de style sur chaque image indépendamment, puis on transfère ce qu'il y a sur chaque image au Gaussien. Et c'est quelque chose d'envisageable, oui. Donc, quasiment, de nombreux environnements pourraient facilement être comme arrière-plan dans des contenus animés, pour des contenus animés. Si les outils de stylization sont assez consistants entre les images. Ah oui, bien sûr. Il faut les créer. Oui. Je sais bien que ça n'existe pas, mais c'était pour qu'on se projette.
Alors voilà, peut-être que dans la salle, vous avez des questions et des idées. On va vous passer les micros. On est un peu contraint par le temps, donc on va dire qu'on prend juste 2-3 questions. Merci beaucoup pour la présentation, super intéressant. Je suis ici Benoît Rogès de 3DVF. D'abord, une petite remarque, on a des interviews qui arrivent sur Superman, le dernier The Lost World et l'ONF aussi qui se servent du Gaussian Splatting. Ce sera sur la chaîne YouTube de 3DVF. Et une question sur le projet de start-up. Quel serait le modèle économique et est-ce que vous vous intéressez aussi à la reconstruction à partir de caméras 360 ? Le modèle économique n'est pas encore certain. On pense au SaaS, parce que ça serait le plus accessible. On y réfléchit beaucoup aux caméras 360. C'est quelque chose qu'on a prévu de mettre en place dans quelques mois. Merci. Merci Benoît pour ta question. Une autre question ? Ici, là. Donc Ludovic Postlogique. Juste 2 petites questions techniques. Sur la petite scène de table à l'extérieur, en nombre de photos, ça correspond à quel nombre de photos à peu près ? Cette ouais, celle-là, ouais. 185. D'accord, ouais, c'est pas énorme non plus. Avec un peu moins utilisé pour l'entraînement, donc 170. D'accord. Et même genre de question, est-ce que ça pourrait être imaginé avec un flux vidéo ? Bien sûr. D'accord. Donc le flux vidéo, c'est à partir de ça qu'on travaille dans la démo avec le téléphone. Ah, elle était où ? D'accord. Là. Et dans ce cas-là, on prend une image quand on voit qu'elle a suffisamment de déplacement par rapport à l'image précédente. Ouais, pour moi, éviter d'avoir trop d'images équivalentes. Ça, cette idée-là est vraiment intéressante, surtout de pouvoir comparer en fait ce que tu filmes à ce que tu reconstruis, parce qu'en fait, ça te permet de faire un aller-retour sur ta construction en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est le but. Voilà. Merci. Merci à vous. On imagine que la définition des images que tu prends a une importance, puisque tu nous expliquais que c'était des tuiles de 16 pixels par 16 pixels qui étaient traitées. Donc plus on aura une très haute résolution au départ, meilleure sera la qualité ou pas ? La taille des tuiles ne change pas la qualité. C'est juste lié à l'optimisation. Donc pour charger plus facilement les gaussiennes et pour faire travailler les threads entre eux. Meilleure est la résolution, meilleure est la qualité, à condition d'avoir suffisamment de primitives et une calibration très précise. Oui, et puis une capacité de calcul aussi qui doit... Bien sûr, donc quand on a plus de pixels, c'est plus long de faire le rendu, et quand on a plus de gaussiennes aussi. Donc on augmente le temps de calcul sur ces 2 tableaux. Très bien. Il y a une dernière question. Oui, okay. Bonjour. Est-ce que vous avez vu du coup World Labs qui est sorti il y a quelques jours par entre autres Fei Li ? Et je serais curieux d'avoir votre avis sur la prospective sur l'année à venir concernant les Gaussian et le lien avec de l'IAG. Donc nous, ce qu'on vise, c'est vraiment la reproduction du monde existant. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir dire que c'est vraiment ce qu'on a capturé qui sera rendu. Les World Model donnent l'IA, de ce que j'ai vu pour l'instant, peut créer des images de très bonne qualité, mais ont tendance à, si ça n'a pas été observé, à générer des trucs, de la géométrie ou des couleurs qui peuvent être différentes de ce qui est dans la réalité. Et c'est ce qu'on cherche à éviter ici. Très bien. Eh ben, merci Andreas. Vous...